Mes parents m'ont envoyé un texto, tu n'es pas notre priorité en ce moment, lors de mon dîner d'anniversaire. Je leur ai donc laissé un mot. Bonjour, je m'appelle Elan. Le jour de mon 33e anniversaire, j'étais assise seule à une table dressée pour 6. Je portais des talons que je détestais, j'ai versé le vin qu'ils ne sont jamais venus partager, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Le message de ma mère disait, tu n'es pas notre priorité en ce moment. Ils n'avaient pas oublié, ils avaient fait d'autres plans sans moi, en utilisant l'argent que je leur avais donné. Ils ont ignoré mon dîner pour organiser une fête pour mon frère. Comment se remet-on de quelque chose comme ça? Ou peut-être que la meilleure question est, pourquoi le voudrait-on? Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, juste au moment où le soleil plongeait derrière la ligne d'horizon de Denver, projetant de longues ombres ambrées sur le trottoir. Il y avait une légère fraîcheur dans l'air, juste assez pour que je sois contente d'avoir choisi la robe à manches longues. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle était intentionnelle, le genre de tenue que l'on porte quand on veut que les gens sachent que l'on a fait un effort. L'hôtesse a jeté un œil à sa liste et a souri. Une table pour 6? J'ai hoché la tête, en lissant la serviette dans ma main. Oui, Hélène. J'ai fait la réservation la semaine dernière. Elle m'a conduite à une table près de la fenêtre avant, 6 places, des couverts propres et élégants, une petite bougie votive vacillant au milieu. Je me suis assise au bout, face à l'entrée. Le serveur s'est approché. Souhaitez-vous attendre pour commander, ou? Ils sont juste un peu en retard, ai-je interrompu, trop vite. Je vais attendre. Il a hoché la tête poliment et s'est éloigné. J'ai vérifié mon téléphone, 18h47. Rien. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Zinneya était toujours élégamment en retard, Curtis avait probablement encore perdu la notion du temps, et maman, eh bien, elle arrivait rarement en avance à quoi que ce soit, à moins que ce ne soit l'événement de quelqu'un d'autre. J'ai ajusté légèrement ma fourchette, puis encore, et encore un tic nerveux. J'avais choisi cet endroit pour une raison, calme, familier, pas trop cher, pas trop décontracté, un endroit qui disait, vous comptez assez pour que je planifie cela. J'ai fait défiler les contenus sur mon téléphone pour me distraire, faisant semblant d'être occupé, un courriel du travail, une promotion dans un magasin où je ne faisais plus mes achats. Puis l'écran s'est rallumé, cette fois avec un texto de maman. Je l'ai déverrouillé immédiatement. Tu n'es pas notre priorité en ce moment. Profite bien de ton dîner. C'était tout. Pas de joyeux anniversaire, pas d'explication, juste ces quelques mots enveloppés dans un ton qui semblait répété. Je l'ai fixé, l'ai relu 2 fois, puis encore une fois. Ce n'était pas de l'oubli, c'était délibéré. Le serveur est revenu avec un paquet emballé. Quelqu'un a déposé ça plus tôt aujourd'hui pour vous, a-t-il dit. Il a dit que c'était de la part de votre famille. Je l'ai remercié, réussissant à esquisser le genre de sourire que l'on fait aux inconnus quand on ne veut pas qu'ils posent des questions. L'emballage était soigné, du genre que Zinneya exigeait toujours, hors mat minimaliste, sans ruban. Je l'ai déballé lentement. À l'intérieur se trouvait une écharpe, en soie bleu pâle. Je l'ai tenue en l'air et j'ai ressenti un sentiment familier et angoissant au creux de mon estomac. J'avais acheté cette même écharpe pour maman à Noël dernier. Je me souvenais de la marque, des coutures, même du petit accroc près du bord où elle l'avait accroché à sa bague. J'ai regardé la carte glissée sous le papier de soie. Joyeux anniversaire de la part de nous tous. Mais sous ce message, à peine visible, se trouvait ma propre écriture, celle que j'avais écrite l'année dernière, je t'aime pour toujours, maman. Il n'avait même pas pris la peine d'utiliser une nouvelle carte, réécrivant simplement sur l'original, comme si la mémoire pouvait être réécrite de la même manière. J'ai replacé l'écharpe dans la boîte. Mes mains étaient stables, mais ma respiration ne l'était pas. Un couple à la table à côté de moi chantait doucement, une sorte de célébration d'anniversaire. Des verres s'entrechoquaient, des rires fusaient du fond, près du bar. Le monde continuait de tourner. J'ai levé mon verre de vin et j'ai bu une gorgée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Il n'y a eu ni panique, ni drame, juste un poids s'installant en moi, comme du béton. Le truc, quand on est exclu suffisamment de fois, c'est que ça finit par ne plus être choquant. Je me suis souvenu d'anniversaires où ma présence semblait facultative, de ceux où Zinneya faisait un discours et oubliait de me mentionner, ou de ceux où je finissais par prendre les photos au lieu d'être dessus. Celui-ci était différent, cependant. Celui-ci était le mien, et ils ont choisi de ne pas venir. Je suis resté assise un moment encore,
regardant les lampadaires s'allumer un par un. Puis j'ai sorti un pense-bête de mon sac à main. Je l'avais apporté pour noter une liste de courses, peut-être que je l'ai utilisé pour autre chose. 5 mots. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai laissé un billet de 20 $ sous mon assiette, plus qu'assez pour le vin, et je suis sorti tranquillement. Je n'ai pas dit au revoir au serveur. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Sur la table, à côté du pain intact et du coffret cadeau recyclé, se trouvait le mot « merci ». Plus de place. Quand je suis rentré à mon appartement, Denver était devenue silencieuse. Le ciel par ma fenêtre s'accrochait au dernier fragment de bleu avant de devenir complètement noir. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le comptoir, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai jeté le pense-bête que j'avais laissé au restaurant à côté de la corbeille de fruits que je ne remplissais jamais. L'appartement sentait encore légèrement la laque et l'anticipation. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières, la lueur de la ville suffisait à naviguer autour de ma propre déception. J'ai versé un verre d'eau que je ne finirai pas et je me suis assise au bord du canapé, comme si j'attendais encore que quelqu'un me rejoigne. Mon téléphone a vibré. Je l'ai ignoré un instant, espérant à moitié que ce ne soit qu'un autre rappel de calendrier, mais quelque chose en moi me démangeait. C'était une notification d'Instagram. Zinaya avait posté une nouvelle photo. Mon pouce a plané sur l'écran. Je n'aurais pas dû cliquer, mais je l'ai fait. L'image s'est chargée lentement, puis elle m'a frappé comme un coup de poing à la gorge. Ils étaient là, Velma, Zinaya, Curtis, même oncle Ray, qui n'avait été invité à rien depuis qu'il s'était fait prendre à mentir sur le testament de papa. Ils se tenaient devant le restaurant Marina à Boulder, souriant, radieux, tenant des coupes de champagne. Curtis se tenait au premier plan, les bras étendus comme un héros local, dans sa main droite un porte-clés avec un emblème de moto. La légende, célébration du rêveur. Il a finalement réussi. Mon estomac s'est noué. J'ai zoomé. Velma portait la même écharpe qu'il m'avait offerte en cadeau recyclé quelques heures plus tôt. Au poignet de Curtis, une nouvelle montre, élégante, chère, familière. J'ai cligné des yeux 2 fois. C'était le même modèle qu'il m'avait envoyé en texto il y a 2 mois, me demandant si je pensais que c'était trop. Je lui avais dit de ne pas l'acheter. Il avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre de toute façon, et pourtant elle était là. J'ai posé le téléphone une seconde. J'ai juste fixé le reflet de mon visage sur l'écran noir. Puis je l'ai repris et j'ai ouvert mon application bancaire. C'était là. Mardi dernier, 1 500 $ virés sur le compte de Curtis. Il avait dit que c'était pour le loyer. Il avait pleuré. Il menace de me mettre à la porte, Elan. J'ai peur. Il n'avait pas peur. Il faisait du shopping. J'ai laissé le téléphone glisser de ma main et tomber sur le canapé. Ma poitrine n'était pas serrée. Mes yeux ne brûlaient pas. Je me sentais immobile, comme quelqu'un qui serait sorti de son propre corps et qui observerait la scène depuis le plafond. Ils ne m'avaient pas seulement laissé hors de la liste des invités, ils avaient utilisé mon argent pour financer la fête. Ils avaient levé un verre à mon absence et l'avaient payé avec ma gentillesse. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la table. Mon ordinateur portable était déjà ouvert depuis le matin même, quand j'avais essayé de réserver une table au restaurant avec suffisamment de place pour des gens qui n'avaient même pas pris la peine de répondre. J'ai cliqué sur mon dossier financier et j'ai créé un nouveau document, soutien, non réciproque. Ligne par ligne, j'ai commencé à ajouter ce dont je me souvenais, aide au prêt auto, 2800 $, paiement de prêt relais immobilier, 5200 $, urgence dentaire pour le fils de Zinaya, 600 $, célébration pour la moto financée à mon insu, 1200 $. Pas de reçu, pas de remerciement, pas d'invitation. J'ai copié la photo du poste de Zinaya et je l'ai collée à côté de la dernière ligne. Puis j'ai ouvert un autre onglet et j'ai cherché l'expression « amnésie familiale sélective », juste pour voir si quelqu'un d'autre l'avait mieux défini que moi. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message vocal transféré de Velma. Je ne l'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai laissé la notification sur l'écran pendant que je regardais par la fenêtre le lent défilé des phares au loin. Quelque part, un couple célébrait probablement un anniversaire, quelque part, quelqu'un serrait un enfant contre lui après une longue semaine, quelque part, des gens se choisissaient les uns les autres. Et les miens avaient choisi ceci. J'ai chuchoté au silence, c'est ce qu'ils ont choisi. Qu'ils vivent avec. Le lendemain matin est arrivé tranquillement, comme si le monde lui-même essayait de ne pas s'immiscer. Je me suis réveillé non pas à cause d'un réveil,
mais parce que les stores n'avaient pas été complètement fermés la nuit précédente. Une lumière pâle se déversait sur la moquette, froide et peu engageante. Mon appartement, encore bien rangé après des heures à essayer de ne rien ressentir, semblait avoir été préparé pour un invité qui n'est jamais arrivé. Je n'ai pas attrapé mon téléphone. Au lieu de cela, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le coin de la pièce où ma valise était appuyée contre le mur, encore faite de ce week-end que j'avais annulé pour aider Velma à réparer une fuite de tuyaux. Elle avait dit qu'elle avait essayé d'appeler Curtis d'abord, mais tu sais comment sont les garçons. Je me suis souvenu d'avoir manqué une escapade de week-end avec des gens qui voulaient vraiment de ma présence, et je me suis souvenu d'avoir dit « Ce n'est pas grave, maman. Je viendrai ». Ce n'était jamais grave. Je ne savais tout simplement pas comment le dire à voix haute. À la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le tableur que j'avais commencé la veille au soir. J'ai créé un nouvel onglet et j'ai tapé le titre « Découvert émotionnel ». Puis, j'ai commencé à lister non seulement les virements et les chèques, mais aussi les moments où j'avais retiré quelque chose de moi-même pour le déposer chez quelqu'un d'autre. Voyage annulé au Nouveau-Mexique, la voiture de Curtis est tombée en panne. Traiteur pour Thanksgiving, pas de remboursement, jamais reconnu. Décoration pour la fête prénatale de Zineya, demande de dernière minute, remercié uniquement sur Facebook. Facture dentaire d'urgence de Velma, a prétendu qu'elle me rembourserait, ne l'a jamais fait. Pas de larmes, juste des faits. C'était la différence entre la tristesse et la lucidité. La tristesse vous laissait recroqueviller, la lucidité vous redressait et demandait des preuves détaillées. Mon esprit vagabondait. Il y a eu le mariage de Zineya, j'étais assise près du fond, à côté du stagiaire du traiteur et de l'ex-petit ami de quelqu'un. Quand ils ont levé leur verre pour le toast, Zineya a dit « à ma famille formidable », puis a oublié mon nom, m'a appelé Elan avec un « i » long, comme si j'étais l'invité de quelqu'un d'autre. Et le dîner du réveillon de Noël où Velma m'a demandé de « juste aider en cuisine très vite », pendant que tout le monde posait pour les photos près du sapin. Je suis sorti 20 minutes plus tard avec un plateau de légumes rôtis et j'ai entendu oncle Ray demander « Oh, tu étais là ». J'étais toujours là, mais jamais compté comme étant là. La différence était subtile mais tranchante. Mon téléphone a finalement vibré. J'ai jeté un œil à l'écran, un message de Mara. « Et, je voulais juste te prévenir. Ma tante a croisé ta mère hier. Elle a dit que Velma racontait aux gens que tu exagères les choses, que tu fais des histoires, qu'elle a dit que tu avais toujours été un peu excessive. » J'ai posé le téléphone lentement. Alors c'était ça l'histoire maintenant, non seulement effacée, mais réécrite. Mon silence n'était pas seulement ignoré, il était utilisé. J'ai pensé à chaque réunion de famille où je m'étais présenté par culpabilité, à chaque fête d'anniversaire où j'avais pris les photos au lieu d'être dessus, à chaque cadeau que j'avais envoyé quand personne ne se souvenait du mien. Et j'ai pensé à la photo que j'avais vue quelques heures plus tôt, de célébrant Curtis, financée par ma générosité aveugle. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai trouvé une photo d'il y a 2 ans, dîner de fête. Tout le monde souriait. Velma tenait un verre de vin, Zineya portait une robe en satin rouge, Curtis avait déjà renversé de la sauce sur sa chemise. Je n'étais pas sur la photo parce que c'était moi qui l'avais prise. J'ai tenu le téléphone dans ma main pendant un long moment, fixant l'image comme si elle pouvait enfin me laisser entrer. Elle ne l'a pas fait. Je n'étais jamais sur la photo, elle chuchotait à la pièce vide, parce que c'était moi qui la cadrais. Lundi est arrivé, vêtu d'un ciel gris et du genre de brise qui donne l'impression que quelque chose est sur le point de changer, même si personne ne le dit à voix haute. J'ai préparé du café plus par habitude que par besoin. Le silence dans mon appartement était moins un réconfort ce matin-là et plus un défi. Après avoir répondu à quelques courriels professionnels obligatoires, j'ai ouvert le navigateur et je me suis connecté au compte hypothécaire que Velma et moi partagions depuis le décès de papa. Je ne m'attendais à rien de dramatique, j'avais juste besoin de vérifier que le dernier paiement que j'avais fait était bien passé. C'est comme ça que ça commençait toujours, avec quelque chose de petit. Mais ensuite, en parcourant les détails du compte, j'ai remarqué un document inconnu joint au profil de la propriété. C'était un accord de propriété révisé. Mon nom figurait sur l'acte original depuis 3 ans. Maintenant, il avait disparu. J'ai cliqué sur le bouton de téléchargement et j'ai ouvert le PDF. C'était là, déposé il y a à peine 4 semaines. Mon nom avait été retiré. Le nouveau document listait Velma et Curtis comme copropriétaires. Pas de ligne de signature pour moi, pas de demande de consentement, juste une gomme propre et silencieuse.
J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le bureau du greffier du comté. Après 5 minutes de musique d'attente et de transfert, j'ai été mise en relation avec une femme à la voix calme et au ton fatigué. Oui, madame, a-t-elle dit après que je lui ai donné le numéro de dossier. Cette révision a été soumise en personne. Les documents ont été traités et notariés. J'ai essayé de garder ma voix stable. Y avait-il une signature de ma part dans le dossier? Laissez-moi vérifier. La pause à l'autre bout du fil s'est étirée si longtemps que j'ai failli mettre fin à l'appel moi-même. Puis elle est revenue. Il y a une signature, oui. Il est écrit Élan Monsieur Jennings. Elle a l'air soignée, mais pas de pièce d'identité jointe, pas de confirmation, juste la page de signature. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit, d'un ton plat. Ce n'est pas la mienne. Eh bien, a-t-elle répondu, sa voix portant maintenant une pointe de tension, je vous recommanderais de contacter un avocat spécialisé en droit immobilier si vous pensez qu'il y a eu fraude. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Fraude. La main de ma propre mère probablement sur le stylo, traçant une nouvelle fois un trait sur ma place dans la famille, mais cette fois, légalement. J'ai réduit la fenêtre et j'ai essayé de calmer ma respiration. Mon regard a attrapé le coin d'un dossier sur mon bureau. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une copie du dépliant de l'événement de collecte de fonds de la communauté des seniors de l'année dernière, celui que j'avais financé anonymement lorsque la ville avait coupé leur budget en milieu d'année. Velma s'était présentée à l'événement en perles et en tailleur pastel et avait prononcé un discours qui avait laissé 2 membres du conseil en larmes. Elle avait accepté la plaque au nom de la famille. Le bulletin d'information du mois suivant l'avait qualifié de « cœur battant de l'héritage de la famille Jennings ». Mon nom n'était imprimé nulle part, pas même en petits caractères. J'ai fait glisser l'acte révisé dans le dossier et je l'ai renommé, pas oublié, juste ignoré. Puis j'ai pris des captures d'écran de l'article du bulletin et de la photo de l'événement où Velma était au premier plan, souriant à côté du maire. Je les ai toutes collées dans un seul document intitulé « Schéma répétitif ». Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai confronté personne. Au lieu de cela, j'ai rédigé un courriel à un avocat en immobilier que j'ai trouvé grâce à la recommandation d'un collègue. C'était court, direct. J'ai joint les fichiers, exposé la chronologie, et j'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir. La décision semblait nette, comme retirer une écharpe dont on ne s'était pas rendu compte qu'elle s'était infectée. En faisant défiler à nouveau le PDF, je me suis arrêté sur la dernière ligne, tous les héritiers en accord, vérifier. Ils n'ont même pas fait semblant de vérifier, ils ont juste supposé. J'ai chuchoté à l'écran silencieux, je n'ai pas seulement été oublié. J'ai été effacé. La lumière extérieure avait commencé à baisser, glissant dans ce doux silence gris-bleu qui précède l'installation de la nuit. Les ombres des arbres dansaient sur le sol du salon, s'étirant, longues et incertaines. Je n'avais pas quitté mes vêtements de travail, je n'avais pas vraiment fait grand-chose. Mes chaussures étaient près de la porte, le plat cuisiné au micro-ondes était à moitié mangé sur la table, et j'étais assise, immobile, sur le canapé, fixant la télévision en sourdine comme si elle me devait quelque chose. Je m'étais habitué au calme, mais ce soir-là, le silence semblait faux, non pas paisible, mais théâtral. Comme si quelque chose attendait de se produire, comme un roulement de tambour avant la chute. Puis, on a frappé à la porte, doucement mais fermement, sans hésitation. Non, c'était le genre de coup qui disait « J'entre, que ça te plaise ou non ». J'ai ouvert la porte, me préparant déjà, et elle était là, Velma, tenant un sac cadeau pastel, du genre qu'on achète à la dernière minute dans une pharmacie, avec du papier de soie gonflé comme de la crème fouettée. Son visage était tendu, chaque parcelle de son sourire était si crispée qu'il semblait pouvoir se briser si elle clignait des yeux trop forts. Je pensais qu'on pourrait parler, a-t-elle dit, comme des adultes. Je n'ai pas bougé. Je ne lui ai pas offert de siège, mais elle est entrée quand même. Bien sûr qu'elle l'a fait. Velma a toujours été comme ça, décidant quelles étaient les règles et qui devait les suivre. Elle s'est perchée sur le bord du canapé comme s'il risquait de l'attacher. Je suis resté debout. Il n'y avait aucune version de cette histoire où je me ferais plus petite juste pour la mettre à l'aise. Je sais comment les choses ont pu paraître, a-t-elle commencé, lissant ses paumes sur son jean, mais nous pensions honnêtement que tu avais peut-être besoin d'un peu d'espace après ce qui s'est passé au dîner. J'ai cligné des yeux une seule fois. Ce qui s'est passé au dîner, ai-je dit lentement, c'est que vous n'êtes pas venu. Elle a fait comme si elle ne m'avait pas entendu, continuant simplement. Je pense juste qu'il y a eu des malentendus, et, eh bien,
tu n'es pas toujours la personne la plus facile à. À quoi, ai-je demandé, laissant les mots trancher l'air entre nous. Velma a expiré brusquement par le nez, abandonnant son air de gentille fille. Tu es tellement sensible. Tu prends toujours tout personnellement, comme si le monde entier t'en voulait. Ah, voilà le vieux refrain, le classique de la famille, que j'étais le problème, que j'étais trop ou pas assez, que je ne savais pas prendre une blague, que je ne pouvais pas laisser les choses passer, que je ne pouvais pas être facile comme tout le monde. Mais je n'étais plus en colère, pas de la manière dont il le voulait. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, calmement et clairement, non, j'ai juste arrêté de mentir pour vous. Sa bouche a tressailli, pas un sourire, pas tout à fait une grimace, juste cette reconnaissance inconfortable que quelqu'un a vue à travers vous. Elle a croisé les bras et s'est penchée en arrière comme si elle s'installait dans sa déception. Je ne suis pas venue ici pour m'excuser, a-t-elle dit. Je ne voulais juste pas que les gens pensent que nous t'avions abandonné. Bien sûr que non. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était une question d'image. Elle a posé le sac cadeau sur la table comme une sorte d'offrande, son expression raidie par l'effort. Je l'ai pris, je suis allé à la cuisine et je l'ai délicatement déposé dans la poubelle, non pas avec colère, mais avec finalité. Quand je me suis retourné, elle regardait toujours, figée. J'ai fouillé dans un tiroir près de l'évier et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé plus tôt cette semaine. J'avais attendu, non pas espéré et je m'étais préparé. Je lui ai tendu une seule page. C'était net, détaillé, un bilan financier de chaque contribution que j'avais faite à la famille au cours des 5 dernières années, date, montant, loyer, courses, factures de services publics, sauvetage d'urgence que personne n'a jamais remboursé. Velma y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. Son visage n'a pas bougé, mais ses doigts se sont resserrés sur le papier. Voilà, ai-je dit, de qui vous avez parlé dans mon dos. Elle a ouvert la bouche pour répondre mais n'a pas trouvé les mots. Je n'ai pas arrêté. La prochaine fois que quelqu'un demandera où j'étais, dis-lui la vérité. Dis-lui que j'ai arrêté de payer pour être ignoré. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme si le masque était trop lourd à porter. Elle s'est levée lentement, a ajusté son manteau comme si c'était une armure, et s'est dirigée vers la porte. Juste avant de partir, elle s'est arrêtée, une main sur la poignée, et a marmonné par-dessus son épaule, « Tu regretteras ça une fois que tu seras seul. » Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte, l'ai fermée doucement derrière elle, et j'ai tourné le verrou. Puis j'ai appuyé mon front contre le bois, inspirant le poids de tout cela. Pas de tristesse, pas de victoire, juste une libération. J'ai déjà été seul, ai-je chuchoté. Cette fois, c'est par choix. Et dans le silence qui a suivi, je ne me suis pas senti vide. Je me suis senti libre. Vendredi soir est arrivé sans cérémonie, le genre de calme qui vous fait réaliser à quel point votre vie a été bruyante. Dehors, l'air était devenu vif, c'est qu'avec ce premier murmure d'hiver qui se cachait dessous. Je n'avais pas pris la peine de fermer la porte du balcon après que le soleil a plongé sous l'horizon. Laisser le froid s'insinuer semblait être ma propre rébellion silencieuse. Ça piquait un peu, certes, mais c'était honnête, plus propre que l'inquiétude hypocrite et les excuses théâtrales que j'avais dû gérer pendant des semaines. J'étais assise en tailleur sur le bord du canapé, pieds nus, un plaid enroulé autour de mes épaules comme un bouclier. Un verre de vin était posé, intact, sur la table d'appoint à côté de moi, le bord attrapant un éclat de lumière de la lampe. Je ne buvais pas ce soir, non pas par discipline, mais parce que je voulais tout ressentir, clairement et à vif. Mon esprit est revenu à la visite de Velma, mais cette fois je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas rejoué son ton ou l'expression qu'elle portait comme si elle auditionnait pour le rôle de la martyre de l'année. Au lieu de cela, j'ai juste entendu les mots, non pas comme des menaces, non pas comme des poignards, juste comme un bruit de fond qui avait finalement cessé de bourdonner. Tu regretteras ça une fois que tu seras seul. J'ai laissé ces mots s'installer dans la pièce comme de la poussière. Puis j'ai regardé autour de moi. Être seul n'était pas nouveau. Être seul n'était pas une punition. C'était là où j'avais toujours eu mes pensées les plus claires, où je m'étais recousu après la dernière fois qu'ils m'avaient déchiré avec leurs attentes, leurs sentiments de dû, leur faim implacable de prendre sans demander. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers la porte du balcon et je l'ai fermée. Le loquet s'est enclenché avec un son qui semblait final, comme une porte qui n'a pas besoin de se rouvrir. Je me suis retourné pour retourner au canapé, et c'est à ce moment-là que mon téléphone s'est allumé. La discussion de groupe familial, bien vivante, apparemment. Cela faisait des semaines que je ne l'avais pas ouverte. Pourtant,
les notifications défilaient sur mon écran de verrouillage comme un mauvais rêve qui revenait pour un autre round. Appel d'urgence ce soir, 20h pile. Pas de drame cette fois, essayons de rester civils et productifs. Et puis, de Zineya, ne l'invitez pas cette année. Elle gâche l'ambiance. La discussion avait un nouveau nom maintenant, la famille d'abord, suivi d'un emoji de cœur brisé et d'une main qui salue. Ils ne m'avaient pas retiré, cela aurait demandé du courage. Au lieu de cela, ils ont simplement continué à parler comme si j'avais déjà quitté la pièce, comme si je n'y avais jamais appartenu. J'ai fixé le fil de discussion un moment. Mon pouce a hésité. Puis j'ai cliqué sur muet. Puis sur supprimer. Pas de rage, pas de rancune, juste la paix. J'ai ouvert ma boîte de réception, espérant trouver quelque chose pour attirer mon attention ailleurs, quelque part de moins toxique. Et il était là, un nouveau courriel de l'avocat en immobilier que j'avais contacté plus tôt dans la semaine. Objet, confirmation de l'ajustement final du titre de propriété. Je l'ai ouvert, mon poulant est régulier. Le message était court, efficace. Toutes les suppressions de titres de propriété ont été traitées. Votre nom n'apparaît plus sur la propriété commune, avec effet immédiat. Pas de cérémonie, pas d'excuses, juste la vérité froide et nette. J'ai expiré, longuement et calmement. Mon corps n'a pas sursauté de joie. Mon cœur ne s'est pas emballé. Ce n'était pas un triomphe, c'était une extraction, une ablation chirurgicale d'une maladie que j'avais trop longtemps appelée famille. Je me suis mis au travail tranquillement, nouant les derniers fils. Je me suis désabonné du service de livraison de courses que Velma avait connecté à mon compte, qui continuait d'envoyer des caisses de collation coûteuses chez elle comme si c'était une sorte de taxe familiale que je devais. J'ai arrêté le paiement automatique pour les comptes de streaming partagés, le cloud de photos, le login de mots de passe. Un par un, je me suis détaché de chaque ombre partagée qu'ils avaient laissée derrière eux. Puis j'ai rédigé un message. Ce n'était pas un adieu, c'était une libération. J'ai réglé ce que j'avais à faire. Aucune autre réponse n'est requise. Je l'ai envoyé dans le vide du fil de discussion en sourdine. Puis j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, je l'ai nommé « La conclusion m'appartient désormais ». À l'intérieur, j'ai fait glisser l'acte de propriété numérisé, les reçus, les captures d'écran, le fil de discussion où Zineya suggérait que je saute Noël, pour le bien de tout le monde, le courriel où Velmagne est avoir emprunté mon fonds d'urgence, puis se le virait par Venmo le même jour. Je ne prévoyais pas de rouvrir ce dossier, mais j'avais besoin qu'il existe une preuve non pas pour eux, mais pour moi. Parce que quand quelqu'un essaie de réécrire votre histoire, vous avez intérêt à être prêt à lui montrer l'original. Je suis passé devant le miroir du couloir en allant à la chambre. Quelque chose m'a arrêté. Je ne m'étais pas regardé, vraiment regardé, depuis des jours. J'ai reculé et j'ai fixé mon regard. Mon reflet m'a fixé en retour. Mêmes yeux, même visage, mais une posture différente. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui essayait de reconquérir qui que ce soit. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui suppliait de rester. J'avais l'air de quelqu'un qui s'était enfin tenu assez immobile pour laisser passer la tempête et qui avait réalisé qu'elle était toujours debout. Vous m'avez brisé une fois, ai-je chuchoté au miroir. Ma voix n'a pas tremblé. Cette fois, c'est moi qui m'en vais. J'ai éteint les lumières. La pièce est devenue sombre, mais pour la première fois depuis des mois, je n'en ai pas eu peur. Je me suis senti libre. Samedi matin est arrivé avec une sorte de silence, comme si le monde était entré sur la pointe des pieds, ne voulant pas me déranger. La lumière du soleil a rampé lentement sur le sol du salon, filtrant à travers les stores comme pour vérifier si elle avait encore sa place ici. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas attrapé mon téléphone en premier. J'ai fait du café, 2 cuillères du mélange corsé que j'avais caché aux invités. J'ai arrosé les plantes près de la fenêtre, leur parlant comme si elles étaient de vieilles amies. J'ai même sorti ce livre que je m'étais promis de finir, un recueil d'essais sur l'immobilité que j'avais à peine entamé. Pendant un moment, juste un moment, j'ai cru que je pourrais glisser dans le rythme d'une vie qui m'appartenait uniquement, une vie qui ne tournait pas autour de l'obligation, de la culpabilité ou d'une loyauté fabriquée. Une sorte de vie calme, écrite par moi-même. Puis mon téléphone s'est allumé. Un appel manqué, puis 3, puis 7. La discussion de groupe familial, comme toujours, avait subi une autre transformation. Elle s'appelait autrefois « crise hypothécaire d'urgence », puis elle est devenue « l'unité avant le sang », et maintenant elle lisait « SOS unité familiale ».
Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir le fil de discussion pour savoir ce que cela signifiait. Ils étaient en train de paniquer. Une série de messages a suivi. Parlons ce soir. Pas de jugement, juste des solutions. Il est temps de se rassembler. Nous pouvons arranger ça. Nous devons nous regrouper. Et enfin, celui qui a figé mes doigts en plein défilement, de Zineia, soyons réalistes, ne l'invitons pas cette année. Elle gâche l'ambiance. J'ai fixé l'écran. Sa photo de profil n'avait pas changé. C'était toujours cette photo de groupe de Thanksgiving trop filtrée, prise dans la maison que j'avais partiellement payée, celle où j'étais coupé juste au-delà du bord de la cheminée, souriante, les bras chargés de tartes, oubliée. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas fini de lire le fil. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fait des captures d'écran de chaque message et je les ai déplacés dans un dossier que j'avais créé sur les conseils de mon avocat, journal de diffamation 1. Il grossissait plus vite que prévu. Au lieu de paniquer, j'ai attrapé autre chose, un livre usé de l'étagère du bas, un que mon père m'avait donné il y a des années. Il ne parlait pas d'argent, de loi ou d'ambition, il parlait d'immobilité, quelque chose dont je ne savais pas que j'avais envie jusqu'à récemment. À mi-chemin du livre, une page cornée par l'usage dépassait. Un bout de papier plié avait été glissé à l'intérieur, fin, froissé, avec l'écriture incomparable de mon père. Il y était écrit, « Tu es celle qui donne sans demander. Ne les laisse pas te prendre ça. Donner n'est pas une faiblesse, ma petite, c'est une force. Mais la force doit être honorée, sinon elle se transforme en fardeau. Et un fardeau finit par se briser. » Je suis restée assise là, tenant la lettre, laissant sa vérité fissurer quelque chose de tendu en moi. Ce n'était pas la tristesse qui me piquait les yeux, c'était la reconnaissance, la douleur d'être enfin vu, même en silence. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le mur de photos. Tant de moments figés dans le temps, mais pas les miens. La fête de fiançailles de Zineia, où j'avais payé le traiteur et nettoyé seul à minuit. Disparu. Curtis tenant son nouveau-né. J'avais payé la compte de l'hôpital quand l'assurance ne couvrait pas le reste. Disparu. Le voyage en famille à Sedona, celui dont Velma s'était attribué le mérite. J'avais les reçus. Disparu. J'ai décroché chaque photo, une par une. Elles se sont heurtées en tombant dans un sac poubelle, toutes sauf une, la photo de papa et moi, juste nous, riant sur le porche, la lumière de l'été dans nos cheveux. Je l'ai glissée derrière la porte de mon placard de chambre, la scotchant à l'intérieur pour qu'elle ne tombe pas. C'était le seul souvenir que je voulais garder. De retour dans le salon, j'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Zineia avait posté quelque chose de nouveau sur son fil, une photo d'un dîner de famille faiblement éclairé, cadré de manière serrée autour de la table. Légende, même quand quelqu'un disparaît, la famille reste soudée. Les commentaires affluaient comme sur des roulettes. J'espère que tu vas bien. Tu as toujours été la plus forte. Elle traverse probablement quelque chose, priez pour elle. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris des captures d'écran. Je les ai jointes à un courriel intitulé « Journal de diffamation SU1 » et je l'ai envoyé à mon avocat avec une seule ligne, pour le dossier. Puis j'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face contre table. Le silence ne me faisait pas peur, plus maintenant. Il voulait un effondrement silencieux, ai-je dit à voix haute, la voix stable, stable d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce qu'ils obtiennent, c'est une détonation contrôlée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre, non seulement libre d'eux, mais libre de définir ce qui allait suivre. Fini d'ajuster la nappe, fini de me couper des photos, fini de prétendre que le silence signifiait la gentillesse. Je ne disparaissais pas. Je me réappropriais, une photo, un dossier, une vérité à la fois. J'ai quitté le parking juste avant le coucher du soleil. Le petit gâteau au chocolat acheté en magasin, encore dans sa boîte en plastique, était posé sur le siège passager à côté d'une copie de poche usée de si jolis chevaux. C'était le livre préféré de papa. Je l'avais trouvé la nuit dernière dans une boîte marquée « Manteau d'hiver », et pour une raison quelconque, j'ai trouvé juste de l'apporter avec moi. Le trajet de Denver à Boulder n'était pas long, un peu moins d'1 heure, mais assez long pour me donner l'impression de franchir une ligne qui ne pouvait être défaite. L'air portait cette fraîcheur sèche qui arrive lorsque l'été commence à perdre son emprise. La lumière dorée filtrait à travers les peupliers, et j'ai remarqué la façon dont leurs branches bougeaient comme si elles expiraient, comme si elles aussi avaient retenu leur souffle. Je suis passé devant le restaurant où j'avais attendu seul la semaine précédente,
ce terrible mardi. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil au poste du voiturier. Cela ne signifiait plus rien. Certains endroits perdent leur sens lorsque les gens qui s'y trouvent cessent de signifier quoi que ce soit. La maison de retraite d'Edith était calme, paisible, même. La femme à la réception m'a fait un bref signe de tête en m'ouvrant la porte. Elle n'a pas demandé qui j'étais ni pourquoi je portais un gâteau au chocolat de travers avec une seule bougie collée sur le couvercle. Peut-être qu'elle savait, ou peut-être qu'elle avait cessé d'essayer de donner un sens aux histoires qui franchissaient ses portes. Certaines visites n'ont pas besoin d'explications, elles sont écrites sur votre visage, dans vos mains, dans la manière silencieuse dont vous vous déplacez. J'ai trouvé Edith assise près de la grande fenêtre avant dans la salle commune. La lumière faisait tout briller un peu. Elle feuilletait un de ces magazines surdimensionnés destinés aux yeux vieillissants, plus d'images que de textes, le genre qui remplit l'espace mais pas nécessairement les esprits. Elle a levé les yeux lentement, plissant les yeux d'abord, puis souriant de cette manière douce et ridée qui était la sienne. « Eh bien, a-t-elle dit, pliant le magazine sur ses genoux, regardez-moi ça. Joyeux anniversaire en retard à moi, ai-je dit, en brandissant le gâteau comme un trophée. Elle a gloussé. Tu es la seule personne que je connaisse qui apporte son propre gâteau à sa propre fête. Avec une seule bougie, ai-je ajouté, et sans liste d'invités. Je dirais qu'un seul invité, c'est suffisant, a-t-elle dit. J'ai posé le gâteau sur la petite table basse entre nous. J'ai utilisé le minuscule briquet que je gardais dans mon sac à main principalement pour de l'encens d'urgence ou des lacets effilochés, apparemment maintenant pour le symbolisme d'anniversaire, aussi. J'ai allumé la bougie. La flamme vacillait faiblement dans le soleil tardif. Nous n'avons pas chanté, n'avons pas fait de vœux à voix haute. Nous nous sommes juste assis et avons partagé une tranche tordue de gâteau trop sucré et siroté un café qui était resté sur le réchaud trop longtemps. Il était fade, mais ça ne me dérangeait pas. Je ne pense pas qu'elle non plus. À ce moment-là, je me suis senti plus vu que je ne l'avais été depuis des années. Je n'ai jamais eu de fille, a dit Edith après un moment, en se penchant en arrière, mais si j'en avais eu une, je pense que j'en aurais voulu une comme toi. Têtue, pas tendre. Le genre de fille qui n'attend pas que quelqu'un lui offre une chaise, qui entraîne une et s'assoit. Je la fixais, tenant ces mots comme une photographie que je voulais presser dans un livre et garder pour toujours. Si j'avais eu une mère comme vous, ai-je dit doucement, peut-être que je n'aurais pas passé tant d'années à apprendre à exister dans des pièces où personne ne me gardait de place. Nous n'avons pas pleuré. Aucune de nous n'a même cligné des yeux avec force. Certains chagrins ne se déversent pas, ils se déposent simplement. Quand je suis parti, le ciel avait pris cette teinte lavande pâle que l'on ne voit au Colorado qu'entre la fin de l'été et le début de l'automne. La route du retour semblait différente, plus légère. Mon téléphone a vibré 2 fois dans le porte-gobelet. Je ne l'ai pas vérifié avant de me garer devant mon immeuble. L'écran s'est allumé, message vocal de Velma. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est parvenue, rauque et tremblante. Tu as fait passer ton message, a-t-elle dit. Cette famille se brise à cause de toi. Je n'ai pas fini d'écouter. J'ai supprimé le message en pleine phrase, avant qu'elle ne puisse lister toutes les autres choses que j'avais apparemment détruites. La culpabilité n'était plus la mienne, et je n'allais pas la réemprunter. Dans la boîte aux lettres en bas, une enveloppe ordinaire attendait, du papier à en-tête juridique. Je savais ce que c'était avant de la déchirer. C'était fait, signé et notarié, final et contraignant. Mon nom n'apparaissait plus sur aucun titre de propriété partagé, plus de compte joint, plus d'obligations héritées. Chaque dernier fil avait été coupé, net, officiel, irréversible. Dans mon appartement, j'ai allumé la lampe près de la bibliothèque et j'ai allumé la même bougie que j'avais utilisée avec Edith. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être que j'avais juste besoin de marquer le moment avec de la lumière. Puis je me suis assise et j'ai sorti une carte de correspondance vierge. Joyeux anniversaire, Élan. Tu valais la peine que l'on se déplace pour toi. Je l'ai placée à côté de la seule photo encadrée que je gardais encore, moi et papa, debout, les chevilles dans l'eau d'un lac dans le nord de l'État, tenant des cannes à pêche et souriant à quelque chose dont je ne me souviens plus. Mais nous avions l'air heureux. J'étais pieds nus, il portait cette vieille casquette de baseball qu'il ne laissait personne toucher. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Nouveau dossier, nouveau fichier. Titre, ce que je maître doigt, chapitre 1. Je n'ai pas écrit de manifeste. Je n'ai pas rédigé de discours. J'ai juste tapé lentement, soigneusement, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit,
mais parce que je le pouvais enfin, parce que mon histoire ne leur appartenait plus. Et alors que les mots remplissaient la page, j'ai réalisé quelque chose, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Dimanche est arrivé avant même que le soleil ne perce l'horizon. Je n'ai pas eu besoin d'un réveil pour me tirer du lit. Mes yeux se sont ouverts sur le silence. Pas de vibration de mon téléphone, pas de texto urgent, personne ne tirant sur le bord de ma paix. L'immobilité n'était pas seulement calme, elle était méritée. Et cette fois, ce n'était pas de la solitude. C'était de l'espace. Le mien. J'ai marché pieds nus sur le parquet frais, en direction de la cuisine. Mes pas semblaient différents, moins pressés, plus ancrés. J'ai préparé une tasse de café et je me suis appuyé contre le comptoir, écoutant le faible bourdonnement de la machine et le chant occasionnel d'un oiseau à l'extérieur. Toujours pas d'alerte, pas de rappel de calendrier, juste moi, mon souffle, et le doux début d'une journée que je n'avais pas à survivre. Je pouvais simplement vivre. Café à la main, je suis allé sur la terrasse et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert complètement la porte coulissante. L'air du matin est entré doucement, ni vif, ni intrusif, juste honnête, comme s'il ne me demandait rien. Et je n'ai pas tressailli. J'ai pris une longue gorgée de café, puis je suis resté là, à regarder le ciel changer de couleur. Je n'attendais rien ni personne. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de me préparer à la bataille. Je ne répétais pas une défense ou ne rédigeais pas une réponse soignée. Je n'essayais pas de gagner un espace qui m'appartenait déjà. Mon téléphone a vibré de l'autre pièce. Je ne me suis pas précipité. J'ai fini mon café, rincé la tasse et séché mes mains avant de le vérifier. Message vocal de Curtis. J'ai hésité un instant, puis je l'ai écouté. Pas de salutation, pas d'émotion, juste sa voix, tranchante et familière. Maman panique. L'hypothèque est de nouveau en retard. La banque appelle. Tu savais que ça arriverait quand tu t'es retiré. Juste comme ça. Aucune responsabilité, aucune réflexion, juste un blâme lancé comme une patate chaude dans ma direction. Je n'ai pas senti la chaleur monter dans ma poitrine. Je n'ai pas ressenti la piqûre que je ressentais autrefois. J'ai simplement transféré le message à mon avocat avec un simple objet, ne pas répondre. Quelques minutes plus tard, un autre bip. La discussion de groupe familial que je n'avais pas touchée depuis plus d'une semaine s'est allumée. Velma, nous ne t'avons pas élevée pour que tu sois froide. Zineya, comme sur des roulettes, a renchéri, tu fais toujours partie de la famille, mais la famille n'abandonne pas, j'ai juste fixé l'écran un moment. Il ne m'avait pas élevée pour que je sois froide. Il m'avait élevée pour que je sois silencieuse, pour que j'absorbe, pour que je plie, pour que je continue à me présenter même quand la porte m'était fermée au nez. Ce n'était pas de l'abandon. C'était de la préservation. Pour la première fois de ma vie, je ne coupais pas les ponts par colère, je choisissais la paix plutôt que la performance. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé dans la chambre. La porte de mon placard était déjà à moitié ouverte, et je l'ai ouverte complètement. À l'intérieur, toujours scotché au bois, se trouvait la photo de papa et moi, légèrement froissée par le temps, les coins un peu recourbés. Il riait dessus, sa main sur mon épaule, stable et fier. Pendant longtemps, j'ai pensé que cette photo était la preuve que j'avais été aimé un jour, mais maintenant elle me rappelait qui j'étais quand personne ne regardait. J'ai attrapé un pense-bête et j'ai écrit « Vous ne m'avez pas élevé pour que je me brise. Vous m'avez appris à tenir bon. » Je l'ai pressé à côté de la photo et j'ai lissé les bords. Puis je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le document que j'avais commencé après ma conversation avec Edith. Le titre lisait toujours « Ce que je maître doit, chapitre 1. » J'ai fixé le curseur clignotant un moment, laissant le silence parler en premier. Puis j'ai commencé à taper « Leçon numéro 1, tu as le droit de quitter la table quand l'amour n'est plus servi. » Je l'ai relu. Puis j'ai souri, j'ai cliqué sur enregistrer et je me suis penché en arrière. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché des vols, non pas parce que je voulais disparaître, mais parce que je voulais arriver dans un endroit nouveau, un endroit où je ne portais pas de vieille définition de qui je devais être. Il n'y aurait pas de sortie dramatique, pas d'adieu sur les réseaux sociaux, pas d'annonce, pas d'appel final à la compréhension. Juste une décision silencieuse, une place réservée, un lendemain qui n'appartenait qu'à moi. Et ça, juste là, c'était la liberté que j'avais poursuivie depuis si longtemps. Pas une maison, pas une approbation, pas l'illusion de la réconciliation,
Mais ceci, le doux clic d'une porte qui s'ouvre le matin, le goût du café sans anxiété, la capacité de lire un message cruel et de choisir de ne pas répondre, le courage de dire « je ne reste plus ici ». Je ne me sentais pas seul. Je me sentais entière. Et je savais que, où que j'aille ensuite, je n'emporterais pas leur silence avec moi, seulement ma voix. Et c'était suffisant. Parfois, s'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. J'ai passé des années à essayer de gagner une place à une table qui n'a jamais été destinée à me recevoir, et quand je me suis enfin levé, j'ai réalisé que j'avais la force de construire la mienne. Si vous m'écoutez et que vous vous êtes déjà senti comme le personnage secondaire de votre propre vie, je veux que vous sachiez ceci, votre valeur n'est pas définie par ceux qui vous applaudissent, mais par la manière dont vous choisissez de vous applaudir vous-même. Maintenant, je suis curieuse, avez-vous déjà dû laisser partir des gens que vous appeliez autrefois votre famille juste pour enfin trouver la paix? Partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez, et si cette vidéo a résonné en vous, laissez un dans le chat ou dites-moi pourquoi ce n'est pas le cas. J'accueille chaque voix ici. Si vous croyez en la guérison, la force et les histoires qui parlent au cœur, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il y a d'autres vérités comme celle-ci à venir.